La marque, on le travaille comme si c'était une petite cerise sur le gâteau pour faire joli, etc. Alors que c'est finalement la base d'une Absolument. stratégie marketing, commerciale, RH, etc. C'est quand même considérable avec des investissements qui dépassent les 50 milliards d'euros. La marque aujourd'hui, elle est plus qu'indispensable pour justement fédérer, engager et quelque part attirer et se rendre désirable vis-à-vis des consommateurs. Le time to market n'était pas bon pour moi, donc j'ai dû arrêter. Parce que D'accord, justement, ouais. les attentes du Ouais. marché français On n'était pas encore là. n'étaient pas encore là. Il y a 40 ans, quand l'ISCOM a été créé, on parlait de 10 métiers. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 350. Bonjour, je suis Sylvie Gilibert, je suis directrice du campus ISCOM de Nice. ISCOM, c'est l'école référente en communication avec 10 campus en France et plus de 110 partenaires à l'international, répartis dans le monde entier. Cette séance s'inscrit dans une série de podcasts enregistrés dans les studios Ricordia. Et nous sommes d'ailleurs confortablement installés. C'est une série donc de podcasts qui s'intéresse au métier de la communication. Alors, pourquoi parler des métiers de la communication? Parce que ce sont des métiers qui sont souvent méconnus, voire mal connus. Ce sont pourtant des métiers qui ont une reconnaissance officielle, puisqu'il existe une filière communication reconnue par l'État, qui a été donc mise en scène en 2017. Et ces métiers permettent de développer plus de 400 000 emplois, directs ou indirects, en France. Donc c'est quand même considérable, avec des investissements qui dépassent les 50 milliards d'euros. Voilà, ce sont des métiers qui sont extrêmement variés, qui peuvent faire appel à des profils de stratèges, des profils créatifs, des profils plus digitaux et même des profils commerciaux. Donc en fait, il y a une palette extrêmement large de métiers qui sont intégrés dans cette filière. La particularité de ces métiers, comme d'autres, mais en tout cas c'est très net pour la filière communication, ces métiers sont en mutation permanente. Ils sont tellement inscrits dans la société, dans la vie, dans les enjeux actuels sociétaux, les enjeux environnementaux, qu'ils se transforment au fil des années et au fil du temps. Il y a 40 ans, quand l'ISCOM a été créé, on parlait de 10 métiers. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 350 et ces métiers continuent à évoluer. Ils sont depuis quelques années imprégnés par les IA, bien sûr. Et puis auparavant, ils ont été soufflés par la vague Internet, le digital, les techs. Ce sont des évolutions qui sont indispensables, qu'il faut absolument observer, analyser pour préparer au mieux les jeunes professionnels de la communication de demain, pour qu'ils répondent au mieux aux attentes des structures professionnelles. Et nous avons à l'ISCOM un service entièrement dédié à l'observation et à l'analyse des métiers de la communication pour pouvoir mettre à jour nos programmes, pour que les étudiants qui sortent de l'ISCOM soient totalement en phase avec les attentes et les besoins des professionnels. Voilà, donc ça c'est extrêmement important et d'ailleurs le résultat c'est que l'ISCOM est depuis 2 ans, donc en 2024 et 2025, l'école préférée des recruteurs. Et c'est aussi parce qu'on adapte les compétences pour qu'elles répondent aux attentes des professionnels. Alors aujourd'hui, on démarre cette série avec une thématique qui nous est chère à l'ISCOM, qu'on travaille depuis des années, celle de la marque. Ce sont tous les métiers du marketing, les métiers de la stratégie de marque et des métiers du brand management. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Jonathan Ravalec. Merci beaucoup Jonathan d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On est ravis, je sais que tu es aussi un amoureux des marques. Ah oui. Voilà, et donc je me réjouis à l'idée de pouvoir échanger avec toi sur ces métiers. C'est un plaisir. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Esteban Miranda, étudiant à l'ISCOM en première année et qui a accepté aussi de m'accompagner dans cette mission d'interview. Merci de m'avoir invité. Alors, on est tous contents d'être là. Jonathan, donc tu es conseil en stratégie marketing, conseil en stratégie de marque, conseil en brand management et pour le grand bonheur de nos étudiants, tu enseignes à l'ISCOM ces disciplines. Voilà, alors j'ai regardé ton parcours, tes 20 années professionnelles. Déjà. Je prends des notes parce que c'est quand même un parcours très riche. Je souhaitais le partager avec tous. Il y a plus de 20 ans, tu as débuté sur des postes et des missions essentiellement marketing, sur un marché qui était en totale transformation, le marché des télécommunications. Ouais, la téléphonie.
Ouais, absolument. Transformation technologique à l'époque, donc il y a 20 ans, transformation d'usage aussi. Ah oui, oui, moi mon premier poste était assistant chef de produit sur de la téléphonie fixe. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, plus personne n'utilise des téléphones fixes. Donc j'ai assisté en effet aux évolutions des box, de l'Internet, de Ouais. l'arrivée de l'Internet dans les Ouais. domiciles. Donc c'est vrai que c'était déjà de la mutation, entre guillemets, Ouais. de société. Et tu parlais tout à l'heure de mutation au niveau de la communication. Ouais. C'est vrai que c'est quelque part, moi mon parcours, il a été vraiment travaillé, axé justement sur tous les changements de la société que l'on peut vivre. Et c'est aussi pour ça que j'adore les marques. Absolument. Et puis, tu as créé ta propre société Oui. sur un marché qui n'était pas si facile, très concurrentiel, le marché des pet food. Ouais. Et là aussi, tu as apporté une vision très disruptive, digitale de ce marché. Exactement. En fait, j'ai en effet lancé une société qui était spécialisée dans tout ce qui était vêtements, accessoires et alimentation pour animaux de compagnie. Donc chien, chat et furet, puisque le furet, c'est un animal domestique important en France. Et du coup, le travail de la marque a été très très important, puisque c'est un marché qui n'était pas existant en France. En fait, moi, je me suis inspiré du Japon, des États-Unis, de la Corée du Sud, pour pouvoir importer justement le sujet de l'accessoire pour animaux de compagnie. Ça a très très bien répondu assez rapidement. J'ai lancé une marque de produits de soins pour chiens aussi, dans le cadre de cette entreprise. Très en avance sur les tendances actuelles où on justement, prend beaucoup de soins trop en pour ces avance. animaux. D'accord. C'est-à-dire que le time to market n'était pas bon pour moi. Donc j'ai dû arrêter. Parce que justement, Ouais. les attentes du marché français n'étaient pas encore là. Ouais. En revanche, elles le sont aujourd'hui. Ouais, ouais. Après, tu as assuré des fonctions commerciales en agence média, en France et à l'international. En France, mais j'avais en effet, on avait des bureaux à l'international. Donc du coup, je m'occupais aussi des équipes sur place. Donc là aussi, une partie importante de ces métiers. Et par la suite, tu t'es intéressé au marché du prêt-à-porter. Pourquoi aller sur des marchés simples finalement, avec des enjeux sociétaux et environnementaux extrêmement forts? Ouais, le retail sur le prêt-à-porter, en effet, un marché qui est en grande mutation aujourd'hui. On le voit avec la disparition de nombreuses marques. Et c'est justement la marque a disparu. Et c'est pour cette raison que je suis devenu consultant et devenu indépendant, parce que c'était compliqué de retrouver un poste dans le retail, dans la mode. Donc j'avais pas le choix, entre guillemets. Finalement, c'était un choix qui me satisfait grandement aujourd'hui. Absolument. Et donc maintenant, comme tu le disais, tu es dans le conseil. Mais on aura l'occasion de revenir sur cette nécessaire pérennité des marques et sur les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur justement leur devenir. Alors, ce parcours tellement riche, finalement, en le refaisant, je me suis dit que tu cochais toutes les cases des métiers du marketing et de la stratégie de marque et du branding. Finalement, je me suis quand même dit, quel est ton moteur? Quel lien tu fais entre ces différents postes qui ont jalonné ton parcours jusqu'à présent? Moi, j'ai une attache profonde. Alors, je parlais tout à l'heure des marques que j'adorais, mais j'ai une attache profonde par rapport aux clients, par rapport à ses motivations, par rapport à ses freins, et finalement à l'étude et à l'analyse du comportement du client. C'est passionnant parce que ça évolue tellement. On le voit avec votre génération aujourd'hui, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes, les mêmes aspirations, etc. Donc, quelque part, c'est une nécessité permanente de devoir suivre finalement les tendances. Et finalement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier sur le marketing, la communication. C'est de rester éveillé en permanence. Et pour le coup, le client, lui, il évolue. Et quelque part, c'est ça le ciment de toutes mes expériences professionnelles. C'est d'arriver à comprendre le client aujourd'hui. Super. Alors donc aujourd'hui, on va parler de marque et d'innovation, puisqu'elle est quand même vecteur. La marque, c'est un outil magique quand on est communicant ou quand on est marketeur. Dès la première année, vous êtes baigné dans l'univers des marques. Vous avez eu d'ailleurs des cours de marque, des cours, lecture. surtout que c'était très intéressant, honnêtement. C'est tout un univers à découvrir. C'est ça. Franchement, en plus, c'est pas forcément la chose qu'on se dit en premier de travailler sur une marque. Non. Mais au final, tu arrives et tu vois vraiment un nouveau monde concrètement et c'est grave intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Donc, hâte d'être en deuxième année pour refaire ces cours. Honnêtement, franchement. Et si je peux me permettre, je trouve ça très très bien que l'ISCOM justement intègre le sujet de la marque dès la première année. Parce que généralement, la marque, c'est un petit peu quand même un enfant pauvre au niveau de la communication et du marketing. C'est-à-dire que ça arrive quelque part en bout de parcours, quand on a déjà le produit, le service, le comportement du client, etc. Et finalement, la marque, on le travaille comme si c'était une petite cerise sur le gâteau pour faire joli, etc. Alors que c'est finalement la base d'une stratégie marketing, commerciale, RH, etc. Et je trouve ça très très pertinent du coup que les étudiants à l'ISCOM le travaillent dès la première année et qu'il y ait comme ça des ponts dans les différentes années en fait, qu'il y ait un suivi du travail de cette marque.
Oui, tout à fait. On considère vraiment que la marque, c'est le ciment, c'est le lien aussi entre les enjeux marketing et les enjeux de communication. D'où voilà, cet outil formidable, multifacette, qui nous apporte beaucoup dans nos réflexions. Et en fait, quand on a pensé les cours de marque, on les démarre par des cours extrêmement concrets sur l'univers des marques, et puis on va vers les théories sur la marque pour un petit peu plus tard, voilà, une fois qu'on a compris ce que ça donnait dans la vraie vie, parce que c'est aussi là qu'il faut connaître les marques. Bien sûr. Ces marques, finalement, elles sont aujourd'hui assez mises à mal. En tout cas, elles sont dans un univers très mouvant, labile, comme on dit souvent. Et finalement, elles restent quand même un outil pour les entreprises et pour les organisations qui doit être un outil de créateur de valeur et de sens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après Naomi Klein qui avait lancé nos logos dans les années 2000, est-ce que Naomi était visionnaire ou pas? Est-ce qu'on peut dire en 2025 que la marque continue à construire de la valeur pour les entreprises et du sens? Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on a, notamment dans le domaine du luxe, il y a le quiet luxury qui est justement de masquer toutes ces marques qui étaient omniprésentes sur les vêtements, la maroquinerie, etc. Aujourd'hui, en fait, la marque, je pense qu'elle doit se travailler de façon complètement différente, plus justement dans un message émotionnel, dans des valeurs, dans du sens que finalement la marque doit transmettre, plus que sur une identité qui doit être très clairement affichée, très clairement visible, parce que notamment votre génération aujourd'hui, elle recherche de l'authenticité, elle recherche du sens, elle recherche des valeurs qui, quelque part, vont vous dicter dans vos comportements d'achat ou pas, alors que nous, on était plutôt sur finalement le produit, le service, des éléments tangibles, une promesse, mais pas tant sur toutes les coulisses, quelque part, de l'entreprise que la marque doit porter. Donc oui, moi je pense que la marque aujourd'hui, elle est plus qu'indispensable pour justement fédérer, engager, et quelque part attirer et se rendre désirable vis-à-vis des consommateurs. Mais elle est aussi redevable de certains engagements sociétaux aujourd'hui. Ça, c'est un vaste sujet, je trouve, parce que on le voit ces derniers mois, dans certains pays notamment, où les marques n'hésitent pas à renier leurs engagements sociétaux parce que, pour des raisons politiques, pour des raisons financières, économiques, etc., quelque part, elles doivent se mettre un petit peu en retrait. Mais c'est justement tout l'enjeu des valeurs. C'est-à-dire que la marque, elle doit avoir des valeurs et puis surtout, elle doit les assumer, selon moi. Peu importe le contexte, elle doit se défendre. Esteban, alors les marques finalement pour toi, dans ta vie courante, dans ton quotidien, est-ce que tu choisis des produits, des services en fonction des marques ou pas? Moi, honnêtement, je suis pas forcément quelqu'un qui est très prisé par rapport aux marques. Enfin, honnêtement, si je regarde un vêtement, par exemple des vêtements ou quoi, ça surtout un peu la forme qu'il a, la texture, enfin la matière qu'il a. Pas forcément, par exemple, je sais pas, une marque un peu qui est un peu trendy en ce moment, ça va pas forcément m'attirer. Après, c'est sûr que forcément, tu vois un peu tout le monde avec, forcément, ça te un peu, t'es en mode ouais, pourquoi pas. Mais au final, enfin moi personnellement, pour ma part, c'est pas forcément quelque chose qui va m'attirer. C'est ça, surtout la coupe, la couleur, etc. Donc franchement, moi, je suis pas forcément attiré que par les marques. Voilà. C'est toute la complexité C'est des exactement ce que j'allais consommateurs. dire. Entre les sondages, en effet, d'autres générations qui affirment qu'en effet, vous recherchez le sens, les valeurs, les engagements, ce que les marques portent finalement en termes de messages, et en effet, les actions concrètes, les actions d'achat, où il peut y avoir des différences, donc qui sont liées aussi à vos capacités financières, enfin à plein d'autres éléments qui rentrent en jeu. Mais typiquement, Chine aujourd'hui est l'exemple parfait justement de cette contradiction de votre génération, enfin de votre génération, des générations de là. Ouais. Mais par exemple aussi, Shein, du coup, enfin moi, d'un côté, la partie que j'aime bien, c'est que par rapport aux grandes tailles, parce qu'honnêtement, tu vois les autres marques, comme par exemple Pull&Bear, Bershka, etc., ils en font pas. Enfin, même par rapport même aux petites tailles, par exemple XS ou XXS, on n'en voit jamais. Au final, on n'a pas forcément d'opportunité pour acheter des vêtements qui sont forcément qualitatifs et à la fois la taille, et où on se sent bien en fait. C'est ça le seul bémol que je vais dire. Sachant que certes, du coup, Shein, conditions de travail, etc., c'est dégueulasse. Mais en termes d'habits, de propositions de choses, ça éclate tout le monde, quoi. Ah mais de toute manière, Chine, ou Shein, ça dépend comment on Ouais, le prononce, Oui. mais c'est sûr qu'elle a comblé un manque aujourd'hui dans l'offre de prêt-à-porter en France. Enfin moi, j'ai animé un réseau de retail de prêt-à-porter où j'avais sans cesse, pratiquement tous les jours, les responsables de boutique entendaient « vous n'avez pas ma taille » parce que ça s'arrêtait au double XL ou c'était du XS, il n'y avait pas les tailles en dessous. Donc c'est sûr que Shein est arrivé avec une offre très élargie qui répond à des attentes qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites par le marché. Donc bien évidemment, ça marche. C'est la logique du marketing en fait. On pourra revenir sur Shein, qui est un exemple évidemment très actuel, et sur la légitimité de la marque, parce que tant qu'elle était cachée derrière un site internet, voilà, on trouvait des bonnes raisons pour pouvoir y aller. Mais quand elle s'est montrée en façade avec pignon sur rue, il y a quand même eu une levée de bouclier.
Oui, oui, il y a une levée de bouclier déjà de la part des marques qui étaient présentes dans l'espace même du BHV, où justement il y avait une dissonance par rapport aux valeurs qu'elles portaient et par rapport justement aux valeurs de Mais Chine. oui. Donc là, c'est sûr que se pose la question de ces marques-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ou au contraire, est-ce qu'on part, quitte à perdre du chiffre d'affaires? Ouais. Parce que finalement, l'enseigne BHV ne répond plus à nos attentes, à nos valeurs. Donc là, en effet, c'est la question de la défense de la marque. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Et il y en a beaucoup qui ont pris la décision de partir. On pourra peut-être revenir dessus si nous en avons le temps. En tout cas, voilà, nous, on joue avec les marques à Bien l'ISCOM et l'idée était de voir aussi quelles sont tes réactions. On a tous nos marques préférées, nos marques qu'on aime un petit peu moins ou nos marques qui sont rejetées. Alors, si tu es d'accord, on peut jouer à un petit jeu Ok, entre deux marques, ton cœur balance. ok. Je commence? Allez-y. Allez, Fnac ou Amazon? Fnac. Lena Situation ou Hugo Décrypte? Les deux. Alors pourquoi les deux? Parce que Hugo Décrypte, pour moi, c'est un créateur de contenu, voire même un journaliste maintenant, que je trouve très pertinent dans ce monde où, sur le digital, il y a beaucoup de fake news. Et justement, il permet à votre génération, finalement, d'avoir une information véritable, une information vraie, vérifiée. Lena Situation, je regarde les vlogs, toi aussi, parce qu'elle a réussi à désacraliser le monde de la mode. Nike ou Veja? Veja. Allez, Evian ou Cristalline? Ah, je fais un petit jeu dans le cours de l'ISCOM sur Ouais. Evian Cristalline, justement, Ouais, pour on l'a travailler fait. l'univers, le Ouais. concept des marques. Avec plusieurs bouteilles, etc. Il fallait trouver quel était le champ de vente de chaque type de bouteille. La promesse de chacune de ces marques. Je dirais Evian. Evian parce que c'est plus joliment travaillé. Chanel ou Dior, hein? Tu parlais des marques de luxe qui sont quand même les premières marques qui ont été regardées à la loupe. Hein. Chanel quand c'était à Lagerfeld et Dior aujourd'hui. Une petite dernière, OGC Nice ou Real Madrid? Alors malheureusement, je suis breton, je dirais en avant Guingamp. Bien, alors donc on en a fini avec la préférence de marque. Les listes sont tellement longues, évidemment, on pourrait continuer ce petit jeu longtemps. Si tu es d'accord, on peut avancer sur des questions peut-être qui nécessitent un petit peu plus de profondeur dans les réponses, hein, même si tu aurais pu apporter de la profondeur dans les réponses précédentes, évidemment. Une petite rubrique du vrai ou faux. La communication, c'est beaucoup d'idées reçues, donc on va travailler là-dessus. Marque et IA. Les IA vont remplacer les marketeurs? Point d'interrogation. Ah, c'est un gros sujet du moment. Hein. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Moi, je serais plutôt sur la balance du non. Parce que l'IA, pour moi, ce sont vraiment plus des outils qui vont permettre de simplifier certaines tâches, qui vont permettre d'optimiser le temps de travail. Mais il restera toujours finalement ce contact avec le client, alors le client à la fois marque ou le client, les consommateurs, clients bénéficiaires. Puis surtout, il y a toutes ces notions de nuances qu'aujourd'hui l'IA ne maîtrise pas encore. Encore. On ne sait pas encore, voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis avec les clients, c'est vraiment de limite d'être dans leur intimité, de leur faire poser des questions qu'ils n'auraient pas eux-mêmes pensées et qu'ils n'auraient donc pas tapé en tant que script sur l'IA. Absolument. Donc pour moi, c'est complémentaire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on apprend, en tout cas, à nos étudiants. En fait, l'IA, c'est un outil formidable, évidemment, qui permet peut-être d'aller plus vite sur des tâches répétitives ou sur des analyses, voilà, mais qui nécessite de toute façon que chacun puisse solliciter ses propres neurones. Quoi. Oui. Voilà, on en est quand même encore là et on peut se le souhaiter encore longtemps, j'espère. Ouais. Marque et digitalisation. On est passé de l'ère de la possession à celle de l'expérience. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Et je trouve que là, on est dans un nouveau schéma justement de travail des marques et de l'offre qui est juste génial en ce moment parce qu'on va au-delà du simple produit ou service et des fonctionnalités pour proposer véritablement des expériences aux clients. Aujourd'hui, on achète plus d'expériences qu'on ne possède un produit ou qu'on utilise un service. Encore une fois, les marques de luxe le font très très bien, avec notamment les cafés que certaines marques peuvent lancer ou des plages privées, par exemple à Ramatuelle, Jacquemus, etc. où finalement on va passer une après-midi Jacquemus et on n'achète pas un sac Jacquemus. Je trouve ça génial. Mais au-delà de ça, il y a toujours l'expérience client qui est fondamentale, au-delà de l'expérience qu'on peut vivre avec une marque, parce que c'est l'expérience client qui permet de fidéliser le client et le consommateur auprès d'une marque. C'est là qu'est l'émotion dans l'expérience. Et la marque, c'est comme un vecteur d'émotion, le souvenir. Les souvenirs que l'on peut vivre avec une marque, c'est quand on est sur une plage, quand on est dans un café, quand des marques intègrent l'art, la culture dans leurs expériences. Voilà, c'est des images que l'on reçoit. Ouais, non, ça c'est génial, je trouve que... Les marques et les cibles. Alors, est-ce que la Gen Z est plus compliquée, plus exigeante vis-à-vis des marques que nous ne l'étions? Je trouve... On est assez exigeant dans le sens d'où ça vient, pourquoi, les conditions de travail. Est-ce que ça a été, par exemple, pour la fourrure,
Maintenant, est-ce que c'est des vrais animaux ou est-ce que c'est de la fourrure synthétique? Synthétique, Ouais, voilà. On a plein de trucs comme ça. Je pense que c'est plus difficile à travailler, en tout cas, plus difficile à fidéliser, parce que en effet, vous, dès que potentiellement il y a quelque chose qui en effet ne convient pas dans le comportement d'une marque, vous êtes prêt à changer radicalement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur ce schéma de, quelque part, j'aime cette marque et malgré tout, je reste dans cette marque, quoi qu'elle peut dire, quoi qu'elle peut faire, en fait. C'est-à-dire que vous, c'est direct, je peux changer, parce que justement, il y a tellement de marques aujourd'hui que vous avez cette capacité à changer facilement. Et puis il y a aussi cette, entre guillemets, incohérence, mais moi que je trouve très intéressante à travailler, entre en effet vos dires dans les sondages, les interviews, etc., et la réalité du terrain, qui fait qu'il y a une véritable remise en question du travail même des marques, qui est assez intéressante. C'est la dissonance cognitive Ouais. qui s'exprime beaucoup. Complètement. Ouais. Bon, après, c'est aussi parce que le contexte est très contraint et très complètement. compliqué. Hein, C'est plus tout le peut-être même. On n'est plus dans le même contexte. Nous, on achetait un produit, une promesse, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, vous achetez au-delà. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il y a une exigence aussi vis-à-vis des enjeux, enfin du respect de l'environnement et des contraintes sociales? Bah, moi, en tout cas, je trouve que oui. Par exemple, on va en parler, par rapport à tout ce qui était moutons, etc. Ben, maintenant, quand on regarde, il y a beaucoup plus de dupes. Donc les gens vont plus facilement acheter du dupe. C'est plus la marque qui les intéresse, c'est surtout ben, du coup la chaussure, enfin, qu'est-ce qu'elle va le faire, etc. Avec le coût près quand même du prix. C'est ce qui complexifie actuellement le travail des marketeurs. Quand même. Exactement, ouais. Ça rend la chose plus complexe. Après, moi, je trouve qu'on est dans une société aussi qui est de plus en plus clivée. C'est-à-dire que par rapport à ces enjeux justement de développement, d'impact, alors qu'avant, c'était quand même assez malaisant de dire on s'en fout. Aujourd'hui, la parole est quand même beaucoup plus libérée, notamment à travers les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'hésitent pas à dire ça ne m'intéresse pas. Et en soi, on ne peut pas les juger parce que c'est leur personnalité, c'est leur valeur, c'est leur comportement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je trouve que ce sujet d'engagement, de valeur, etc., c'est pas forcément, entre guillemets, nécessaire. Et là, je parle en tant que consultant avec une vision externe, objective, pas en tant que personne. Mais enfin, on le voit hein, aux États-Unis, combien de marques ont remis en cause leurs engagements inclusion, diversité, équité, les DEI. Oui, ouais, tout à fait. Alors justement, est-ce qu'une marque a un rôle politique à jouer ou doit pouvoir jouer ou doit jouer tout simplement un rôle politique? Bah, figure-toi que depuis à peu près un mois, quand je travaille les personas avec mes clients, je leur pose la question, vos clients, ils votent pour qui? Parce qu'aujourd'hui, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, sur les réseaux, en fait, on n'hésite plus à dire pour qui on vote aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était tabou. C'était vraiment quelque chose d'intime, de privé, de savoir pour qui on votait. C'était interdit de poser des questions d'ailleurs dans les sondages. Exactement, exactement. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ça s'affiche de façon mais complètement transparente. On affiche nos convictions politiques et donc du coup, forcément derrière, les valeurs que ça peut porter, les engagements que ça peut porter pour la société, etc. Il y a des marques, lors des dernières élections présidentielles, qui ont dit pour qui ne pas voter, pas pour qui voter, mais pour qui ne pas voter. Moi, je pense qu'on va rentrer dedans vraiment dans les années à venir. Donc oui, à mon sens, les marques aujourd'hui doivent être politiques. Bon, elles le sont déjà un petit peu en mettant en avant leurs engagements. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que ça va devoir s'affirmer un petit peu plus. Et est-ce que la communication, donc via les marques, par les récits, par le storytelling, peut participer à sauver le monde? Bah alors pour ma part, en tout cas, par rapport un peu à la communication politique, etc., bah, je trouve par exemple qu'on peut du coup facilement un peu comprendre une marque. Par exemple, il y a certaines marques où forcément tu vois plus d'inclusivité dans les pubs. Donc forcément, bah, du coup, ça montre un peu que bah, les gens ils peuvent venir comme ils veulent, etc. Tandis que tu as d'autres marques un peu plus niche, entre guillemets, où tu vas forcément voir les mêmes types de personnes. Donc moi, pour ma part, je le vois un peu comme ça. Je suis d'accord, ouais. Il y a en effet certaines marques qui, de par leur représentation dans les publicités, dans les images, etc., permettent en effet à des personnes de pouvoir se dire je peux être, je peux exister, je peux, enfin voilà. Donc ça, je trouve que c'est hyper pertinent. Je pense notamment à Jean-Paul Gaultier, par exemple, hein, qui montre l'inclusivité dans toute sa splendeur, quelque part. Et en même temps, il y a des marques comme Patagonia qui, justement, montrent tout leur engagement écologique, environnemental, etc. et qui, quelque part, sont comme des rôles modèles pour les consommateurs, pour les bénéficiaires, de se dire je dois agir de cette façon. Donc oui, je pense que les marques elles peuvent avoir un rôle important dans l'avenir. Elles ont de l'influence, elles ont de la puissance, elles ont du pouvoir et parfois de l'argent. Tout à fait. Bien, écoutez, on pourrait évidemment continuer très très longtemps sur ces sujets passionnants. Ce sont des sujets qui sont débattus au sein de l'ISCOM chaque année dans un rendez-vous qui s'appelle le Grand Forum de la communication. Et cette année, il a eu lieu le 20 novembre dernier sur les 10 campus pendant 3 jours. Nous avons des experts qui échangent
soit au sein de tables rondes, soit lors de conférences sur les questions, les questionnements du moment sur la communication et les marques. Et donc, chaque année, c'est des chemins nouveaux qui s'ouvrent ou des réflexions nouvelles. Et c'est un très joli rendez-vous qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors, parlons du métier de consultant, voilà, de ton métier finalement de consultant en stratégie marketing, stratégie de marque et brand management. Mais déjà, pourquoi il y a ces 3 intitulés finalement? Quel est le besoin de préciser qu'il y a 3 domaines qui finalement sont très proches les uns des autres? Très proche et très complémentaire. En fait, moi, j'ai commencé par du marketing pur, donc vraiment à travailler l'offre, la distribution, enfin vraiment les 4 P. Non, il n'y en a plus 4, il y en a plusieurs maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, pour se différencier, et c'est notamment en travaillant avec des start-upers, enfin avec des porteurs de projets, que le produit ou le service et que le réseau de distribution ne suffisait plus. Et qu'il fallait véritablement travailler tout un univers justement autour de la marque pour justement pouvoir se différencier et apporter des messages autres que le produit ou le service ne le permettent. Donc c'est pour ça que la marque est très rapidement entrée dans mes accompagnements. Et en fait, j'ai tellement adoré ça que maintenant, je travaille la marque avant de parler marketing pur, opérationnel, avec les clients. Parce que pour moi, tant que la marque, elle n'est pas établie, on ne peut pas savoir quel produit ou quel service on va proposer à ses clients. En fait. Donc c'est vraiment le socle de tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille véritablement la marque et donc après le brand management, comment la marque, elle vit, comment la marque, elle doit évoluer, etc. Parce que quelque part, ça rend beaucoup plus cohérent la réflexion des fondateurs, des dirigeants d'entreprise, des équipes marketing, etc. Comme un socle. Écoute, merci pour cette explication parce qu'elle me permet de préciser ce qu'apprennent nos étudiants dans la spécialisation marketing stratégique, stratégie de marque et publicité, à l'intérieur duquel il y a aussi les métiers du planning stratégique. On peut peut-être les évoquer parce qu'ils font partie de ce bloc très important pour des communicants. Ah oui, oui. Le planning strat, c'est vrai que... En fait, moi, le planning strat, ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de véritablement se poser, de prendre du temps, de prendre du recul. Et finalement, parce qu'on est dans une société où tout va vite, il faut faire tout dans l'urgence, Et finalement, le planning strat, ça permet d'avoir ces petites bulles un petit peu de sécurité où on va se dire, mais concrètement, qu'est-ce que la société attend, où la société va, que disent les clients concrètement, c'est-à-dire quand ils disent tel mot, qu'est-ce qu'ils entendent par tel mot, et du coup, par rapport à tout ça, quel axe créatif je peux créer, quel message je peux mettre en place, leur proposer. Et finalement, ça permet d'avoir de meilleures performances, à la fois dans la perception des messages, dans les messages reçus, mais aussi tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut parler business, dans les ventes, tout simplement, dans les objectifs atteints. Et aujourd'hui, alors que le planning strat, je le travaillais essentiellement avec des grosses entreprises plutôt. Maintenant, en fait, je l'intègre directement dans des projets start-up. C'est-à-dire qu'avant de créer votre offre, allez chercher tous les insights, les verbatim, les témoignages sur les concurrents, par exemple. Absolument. Et ça, c'est relativement nouveau quand même. Est-ce que tu as des questions à poser à Jonathan sur son métier? Je trouve ça grave intéressant honnêtement parce que tu vois un peu du coup les stratégies à adapter et puis en fait tu vois un autre monde. Parce que de base, on voit une marque, on dit ouais, bah ça c'est bien, ça c'est bien. Mais au final, quand tu vois un peu l'envers du décor, bah, tu vois un peu le truc le plus intéressant au final. Comment ça se passe au quotidien finalement? C'est quoi ta journée type? Ma journée type. Quand tu ne viens pas à l'ISCOM. Quand je viens, ouais, avec plaisir. Parce que j'adore ça en fait, justement avoir le retour. Parce que moi, j'apprends aussi avec l'ISCOM, avec les étudiants. C'est que moi, je fais beaucoup parler justement les étudiants pour avoir justement quelles sont leurs perceptions aujourd'hui du monde actuel, de la société actuelle, etc. Parce que moi, je m'en imprègne. Non, moi, ma journée type, c'est à la fois des rendez-vous individuels avec des équipes, soit des dirigeants, soit des équipes marketing, qui me posent des questions justement sur on voudrait travailler notre promesse, concrètement, tu peux nous aider, on a un nouveau produit à lancer, est-ce que ce produit correspond finalement à l'ADN de notre marque, etc. Ou au contraire, ben là, typiquement, j'ai un projet de créer une entreprise, j'ai l'idée du produit, mais je veux déjà créer quelque part l'univers, est-ce que tu peux nous accompagner? Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on le prend dès le départ, en fait. Et puis des ateliers de formation avec des entrepreneurs pareils pour justement les sensibiliser au sujet lié à la marque. Et du côté des entreprises et des employeurs, est-ce que tu sens une appétence pour la marque, une compréhension de tous les enjeux autour de la marque, ou est-ce que tu as besoin parfois de leur expliquer aussi quoi la marque est un véritable levier et quelles sont les opportunités liées à l'enrichissement, à l'entretien, à l'investissement dans une marque? Alors, il y a 2 profils en fait de clients, en tout cas que je constate dans la stratégie de marque. Il y a les clients qui ont dès le départ un projet à impact, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils portent des valeurs, des engagements et ils veulent le traduire à travers un projet entrepreneurial et donc des produits ou des services.
Là, ils considèrent que de travailler la marque dès le départ, c'est primordial. Parce que quelque part, ce n'est pas tant le produit qu'ils vont vendre ou le service, mais c'est la marque en elle-même et tout ce qu'elle dégage qui va faire que les gens vont venir à eux. Donc là, c'est génial. Là, c'est la voie royale parce que les gens sont disposés, ils sont à l'écoute, etc. Le deuxième profil, c'est Jonathan, mon produit ne marche pas. J'arrive pas à me différencier de la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut faire? On remonte au marketing. Donc là, on remonte sur la marque. Et c'est là où il y a un travail quelque part de pédagogie à faire, de leur dire, mais en fait, ton produit, il est peut-être très très bien, mais il ne suffit pas. D'ailleurs, la preuve, ça ne se vend pas ou ça se vend peu. Mais par contre, derrière, si tu ne travailles pas ta marque et tous les messages, toutes les émotions que tu veux faire passer à travers ton entreprise, via ta marque, tu ne vas pas y arriver en fait quelque part. Tu vas rester finalement dans l'état actuel, quoi. Là, c'est plus compliqué parce que ça les remet en question sur certains éléments de leur stratégie d'entreprise. Et puis surtout, ce n'est pas forcément du budget qu'ils avaient prévu. Il faut dire aussi les choses. Bien sûr, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est du temps, c'est de l'écoute, c'est des tests, enfin voilà, c'est pas mal de choses. Et c'est là où c'est un petit peu plus dur justement de les convaincre, de véritablement travailler la marque. Généralement, ils veulent aller vite. Oui. Alors que quand on va vite... Il faut le temps de la réflexion, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Mais réflexion rapide de nos jours. Voilà. Finalement, quelles compétences il faudrait que nos ISCOMiens développent pour pouvoir faire ton métier? Alors moi, c'est un mot que j'arrête pas de leur répéter, la curiosité. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est la base. Faut être curieux parce que le monde change tellement vite. Les tendances ne sont plus du tout les mêmes. Enfin, il y a les tendances qui sont de TikTok, par exemple, qui tout d'un coup arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Je les prends pas pour ma marque ou au contraire, est-ce que je les laisse de côté? Il y a bien évidemment les tendances de fond, etc. Il faut être en éveil en permanence. Le monde change tellement vite aujourd'hui qu'on n'a pas le choix, en fait, la curiosité. Moi, j'avais une question, c'est quoi le plus gros défi en tant que consultant? Enfin, par exemple, il y a une personne qui arrive, qui a un problème. C'est quoi le plus gros défi, en fait, la chose la plus compliquée à faire, honnêtement? Il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Ouais, en fait, il y en a beaucoup. Je dirais que la chose la plus complexe, c'est leur disponibilité. C'est-à-dire leur capacité finalement à se faire questionner sur des enjeux à la fois de marque, mais forcément ça touche à la fois leur projet entrepreneurial ou leur entreprise, et donc quelque part eux-mêmes. Parce que ça touche à leur why, alors pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui les motive, pourquoi ils se lèvent tous les matins avec cette envie de gérer une boîte, gérer une marque, etc. Donc c'est ce côté un petit peu, à un moment donné, quand ça commence à toucher sur eux-mêmes, leur propre perception, où là, il peut y avoir des freins qui sont un peu compliqués, quoi. Ouais. Merci pour ces échanges, c'était passionnant, tout cet univers qui est parfois difficile à comprendre quand on est à l'extérieur. J'espère que tu as permis à chacun d'entre nous de mieux le comprendre et surtout de s'y intéresser. On parle souvent de passion des marques. Voilà, les marques sont des personnes. Enfin, on est vraiment dans tout ce qui est lien, relation, tout ce qui fait vraiment le côté humain de nos métiers. Et c'est vraiment ces disciplines-là qui sont le ciment et la base de tout ce qu'on peut construire par la suite. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Jonathan. Pour Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Merci Esteban. Mais de rien. Merci pour les questions. Alors, peut-être une dernière question. On a parlé des IA. Est-ce que les IA vont remplacer les consultants? Non. Et là, pour le coup, je suis vraiment persuadé que ça ne va pas remplacer le consultant, en tout cas les consultants, parce qu'avec le client, on est vraiment dans du one-to-one. On est dans de la discussion, dans de l'échange. Quand il y a un client face à moi qui a une hésitation à un moment donné par rapport à une question que je lui ai posée, ou par exemple, ne serait-ce que par exemple un sourcil qui se hausse parce que je lui ai posé une question et tout d'un coup je vois que ça travaille. En fait là, c'est là que j'approfondis. Ouais. La relation humaine. La relation humaine, en fait, vraiment le face-à-face, les échanges, ce qu'on dégage. Moi, j'avais juste une dernière question un peu compliquée. C'est est-ce que les réseaux sociaux sont devenus plus pour utiliser l'ego des marques ou pour leur vente? Parce qu'on voit beaucoup de marques en mode très pour prouver, ou c'est vraiment juste pour vendre le produit ou quoi? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un canal parmi tant d'autres, normalement. C'est-à-dire que c'est juste un point de contact parmi des contacts qui sont aussi hors digital, l'événementiel, enfin le print, etc. C'est pas un passage absolu en fait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment les jeunes marques qui se lancent, misent tous sur les réseaux sociaux. C'est le truc qui perce le plus en fait au final. Exactement. Après, la question, c'est il ne faut pas non plus déshumaniser la marque à travers les réseaux sociaux. C'est un petit peu pour moi le danger. Elle a besoin d'une vraie vie aussi. En dehors, ouais. Alors, on a encore quelques questions pour toi dans une rubrique qu'on a nommée Crush and Flop. Je commence. Allez-y. Le crush, une tendance, une campagne ou une marque que tu adores actuellement?
Alors, je dirais une campagne que j'aime beaucoup, en tout cas des campagnes que j'aime beaucoup, c'est les campagnes justement storytelling d'Intermarché. La dernière avec Alors la Noël, elle est dernière pour géniale. Noël, Elle est elle est extraordinaire. extraordinaire, ouais. Et Mm. je trouve que justement, ils arrivent à mettre de l'émotion, pourtant sur un marché qui est tout sauf dans l'émotionnel, Absolument. plutôt dans le prix. Et je trouve que là, ils arrivent à se démarquer de façon flagrante par rapport aux autres acteurs. Et ils tirent cette veine depuis plusieurs Ouais. années maintenant. Ouais. Donc en fait, ils arrivent à se renouveler et à nous étonner encore dans oui, dans cette lignée des campagnes émotionnelles pour une grande surface. Donc, mais c'est vrai que la Exactement. dernière, elle est très très chouette. Et du coup, le flop, c'est une tendance, une campagne ou une marque que vous n'avez pas forcément aimée. Pour moi, le flop en termes de marque en ce moment, alors c'est Maison Nicolas. Ah, oui. L'enseigne Nicolas qui devient Maison Nicolas, qui est en train de faire tout un rebranding. Mais en fait, et c'est là où pour moi où il y a une sorte d'échec, c'est que en fait ils ont à la limite communiqué trop vite sur leur rebranding. C'est-à-dire que quand on va dans les boutiques, en tout cas dans les magasins Maison Nicolas, on ne voit aucun changement aujourd'hui. Et c'est là où il peut y avoir de la déception et la désirabilité de la marque, elle peut vraiment être impactée. Donc là, pour moi, c'est un flop. C'est juste du wording de surface, quoi. Ouais, exactement. Bien sûr, alors que la marque, elle doit déjà se transformer de l'intérieur si elle espère pouvoir changer de l'extérieur. Exactement. Et puis oser porter le terme maison. Oui, c'est c'est quand même, assez décalé. C'est quand même assez décalé, bien parce que c'est quand même lié à l'univers du luxe, mais vraiment du Mm. luxe, voilà. Un parti pris qui est assez osé. Oui, je suis d'accord aussi. Et moi, du coup, j'avais encore 3 questions qui peuvent un peu aider les étudiants. Du coup, ça serait la première, c'est comment rester créatif, en fait, au final, après genre longues années de travail, etc. Bah, toi, tout à l'heure, je disais le terme de curiosité. C'est par la curiosité qu'on reste créatif, justement, parce que c'est là où on suit ce qui se passe, on suit les tendances, etc. Et puis être à l'écoute, sans cesse, justement, de toutes les générations. Et je dis bien de toutes les générations, parce que c'est un petit peu le biais que vous avez, que je vois en cours, c'est que vous êtes dans votre spectre à vous, c'est-à-dire que vous pensez les autres générations par rapport à votre regard, alors que finalement, quand on voit les autres générations, elles évoluent aussi tellement vite que en fait, il faut suivre justement leurs motivations, leurs attentes, leurs freins. Et c'est ça, en fait, c'est le regard sur la société. Voilà. D'accord. Sur l'analyse des cibles qui ne sont pas sa propre cible, en fait, je trouve que les méthodes du design, notamment la carte d'empathie, elles sont vraiment extraordinaires parce qu'elles permettent justement de décaler le regard et la place de la personne et de comprendre une personne qui n'est absolument pas dans sa propre situation. C'est ce qui est certainement le plus difficile pour des jeunes générations. J'en avais une autre. Si vous devez donner 3 conseils à des étudiants, ça serait lesquels du coup? Parce que on en voit souvent les mêmes, s'ouvrir au monde, faire un réseau, etc. Mais vraiment, par exemple, quelqu'un qui vient vraiment de commencer, qui vient juste de commencer genre le premier jour en communication marketing, ça serait vraiment quoi? Montrez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes parce que vous êtes dans la même école, vous suivez les mêmes cours, vous avez le même âge à peu près. Néanmoins, vous avez des personnalités qui sont complètement différentes les unes des autres. Et je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus les exprimer en cours. Parce que justement, vous avez tous cette singularité qui fait que quand vous travaillez en groupe, ça peut exploser en fait, dans le rendu du travail, dans la réflexion, etc. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, n'hésitez pas à parler, n'ayez pas peur en fait. Le deuxième, attention à l'IA. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'IA, c'est la simplicité. En effet, ce sont des outils qui sont à disposition, donc autant les utiliser. Enfin là, pour le coup, il n'y a aucun sujet, aucun débat par rapport à dessus. Mais ayez un esprit critique par rapport justement à tout ce que l'IA vous fournit comme information. N'hésitez pas à aller chercher, finalement, à vérifier les informations qui vous sont transmises, voire même à accentuer votre réflexion par rapport à ce qui vous est communiqué. Et c'est là où finalement on va avoir des personnalités qui vont être intéressantes, pertinentes, avec qui travailler sur le long terme. Parce que l'IA, tout le monde pourra l'utiliser et quelque part on va avoir les mêmes rendus, on va avoir les mêmes réflexions. Mais ce qui va vraiment faire votre singularité, c'est votre capacité à utiliser l'IA, à vous l'approprier pour en faire quelque chose de propre à vous. Et là, il y a un gros sujet, là, il y a un gros défi, je pense. C'est-à-dire un des enjeux de l'enseignement supérieur, notamment en communication actuellement, c'est de permettre à chacun de se construire au fur et à mesure de se construire comme individu au fur et à mesure de ses études, quoi. On parle des soft skills, la curiosité, etc. C'est presque plus important que la connaissance des méthodes qui sont indispensables aussi, mais les méthodes, il faut se les approprier avec ce que l'on est et ce que l'on veut être. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on doit transmettre aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et le troisième conseil, là pour moi je vois une vraie différence par rapport à moi, ma génération. Vous dites les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre, c'est direct, etc. Mais c'est finalement ça aussi qui fait bouger quelque part certaines lignes de la société qui sont nécessaires. Donc continuez, assumez, portez-les, mais attention à la personne que vous avez en face. Ouais, c'est ça.
mais continuer, parce que ça fait bouger les choses. Et du coup, une dernière question, vous voyez comment le monde un peu communication marketing dans 5-10 ans? Est-ce que ça aura vraiment changé ou ça resterait un peu la même chose que maintenant? Je pense que le rôle de la stratégie va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir, plus que la partie purement opérationnelle, où en effet il y aura des tâches à travers les outils d'IA qui pourront le permettre, qui pourront le faire. Mais en revanche, la réflexion, alors là, je pense, après c'est juste un avis personnel, mais ce côté réflexion, capacité à réfléchir, à se poser, ça va être primordial dans les années à venir. D'accord. En tout cas, nous le partageons à l'ISCOM, c'est clair. C'est aussi notre conviction. Mm. Très bien, nous arrivons à la fin de cette séance. Un grand merci, Jonathan, parce que c'était absolument passionnant et je pense que tu as permis à chacun de comprendre un petit peu mieux les coulisses de ces métiers que tu pratiques au quotidien et que tu partages avec nos ISCOMiens. Avec grand plaisir, parce que c'est rare de parler de ce métier-là. Donc merci de mettre en avant justement cette fonction, ces métiers. Puis merci Esteban pour les questions. Merci à vous. Merci Esteban pour ta participation. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est toujours curieux du témoignage de la Gen Z et puis Ça des fait plaisir d'être futurs invité. communicants. Donc aujourd'hui, nous avons abordé les métiers du marketing, de la stratégie de marque et du branding. Dans une prochaine édition, nous aborderons d'autres métiers tout aussi passionnants, comme les métiers de la création et de la créativité, les métiers de la communication digitale, et puis des métiers qui nous tiennent particulièrement à cœur aussi à l'ISCOM, la communication internationale. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, j'espère, cette séquence. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. À très bientôt.